Il s'agit d'une situation où une route publique est bloquée par un portail privé au cœur d'un territoire agricole stratégique, déclenche un face-à-face qui révèle bien plus qu'un simple conflit foncier local. En l'espace de quelques minutes, l'incident met à nu un paradoxe brutal entre richesse concentrée, souveraineté de l'État, continuité des services vitaux et coûts humains longtemps rendus invisibles par des montages juridiques. Que signifie réellement ce geste pour le Burkina Faso lorsque Ibrahim Traoré choisit de trancher sans détour entre légalité formelle et justice publique assumée? Ce jour-là, une situation ordinaire devient un test décisif, une route ordinaire devient un test décisif du pouvoir, de la loi et de leurs limites concrètes. Cette situation va bien au-delà d'un simple incident. Elle permet de comprendre comment un incident apparemment isolé éclaire des mécanismes profonds de pouvoir, d'investissement et de responsabilité publique. En suivant cette séquence pas à pas, le public saisit ce qui se joue lorsque l'autorité de l'État rencontre des intérêts privés structurés dotés de capitaux, d'avocats et de réseaux transnationaux. Le bénéfice est clair. Distinguer ce qui relève de l'investissement productif de ce qui s'abrite derrière une légalité formelle pour déplacer les coûts sur la collectivité. L'enjeu dépasse une route ou un portail. Il concerne la souveraineté économique, la crédibilité des institutions et la capacité d'un pays à garantir que les infrastructures publiques restent accessibles à tous. À court terme, le risque est celui d'un choc avec des acteurs financiers puissants. À moyen terme, il s'agit d'un précédent, accepté ou refusé, que des arrangements privés redessinent l'espace commun. Ce cadre pose une question centrale. Jusqu'où un État peut-il aller pour réaffirmer l'intérêt général sans compromettre sa stabilité et sa réputation? Deux faits chiffrés suffisent à déplacer le regard. Une route construite avec des fonds publics il y a plus de 20 ans et un investissement privé annoncé à plusieurs dizaines de millions pour la bloquer partiellement. En apparence, les deux coexistent. En pratique, l'un efface l'autre. Ce contraste révélé au moment précis de la confrontation explique pourquoi l'épisode dépasse le cadre d'un simple litige local. Dans le véhicule présidentiel immobilisé, Ibrahim Traoré reçoit en temps réel des éléments qui recadrent la scène. La voie relie des zones agricoles cruciales, supporte le passage quotidien de camions alimentaires et d'ambulances et n'a jamais cessé d'être classée comme infrastructure publique. L'obstacle n'est ni temporaire ni improvisé. Il s'agit d'une structure permanente installée depuis des années, normalisée par des documents et des contrats hérités d'un autre cycle politique. Le contexte éclaire la mécanique. Au fil du temps, des terres publiques ont été cédées par enchères, parfois à des valeurs faibles, puis intégrées à des projets immobiliers haut de gamme. Ces projets se sont accompagnés de financements sophistiqués, d'assurances, de crédits et de promesses de développement. Dans ce cadre, la route devient une variable gênante. Elle traverse, elle divise, elle rappelle que le sol reste partagé. La solution proposée consiste alors à déplacer le problème en offrant un itinéraire alternatif plus long, saisonnier, rarement praticable. Ce qui change à cet instant précis, c'est la lecture de la chaîne complète. Le détour ajoute du temps, fragilise la logistique agricole et reporte les coûts sur des communautés qui n'ont jamais consenti à ce compromis. Les documents évoquent des paiements anticipés, des travaux non réalisés et une accumulation d'avantages privés justifiés par une légalité formelle. L'écart entre la promesse et l'usage réel devient mesurable, et donc politiquement explosif. À partir de là, la question n'est plus seulement qui a signé quoi, mais pourquoi cette situation a perduré sans être contestée. C'est ce nœud entre procédure, intérêt et silence qui prépare la décision à venir.
Pour comprendre la portée immédiate de l'épisode, il faut quitter un instant les dossiers et regarder les personnes prises dans cette configuration. Le personnage qui cristallise cette tension n'est pas seulement un homme d'affaires puissant, mais le représentant visible d'un modèle où la réussite privée s'est construite à distance des usages collectifs. Autour de la copropriété fermée, des familles ont vu leur quotidien se compliquer sans annonce, sans débat public, sans recours simple. Les trajets s'allongent, les coûts augmentent, les urgences deviennent plus risquées. Face à lui, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole abstrait, mais comme un acteur confronté à des conséquences concrètes. La route bloquée n'est pas un tracé théorique sur une carte. Elle conditionne l'acheminement des récoltes, l'accès aux soins, la circulation de travailleurs entre zones rurales et centres urbains. Chaque minute perdue se traduit par une perte réelle, souvent invisible dans les bilans financiers. C'est cette accumulation silencieuse qui donne du poids à la décision en gestation. L'impact humain se manifeste aussi du côté des travailleurs ayant participé aux projets immobiliers. Salaire modeste, contrat précaire, absence de voix dans les négociations initiales, leur rôle disparaît dès que l'ouvrage est achevé. Lorsque l'accès public est restreint, ce sont pourtant eux et leurs proches qui subissent les premiers effets. La richesse produite reste concentrée tandis que les contraintes se diffusent. Ce décalage explique pourquoi l'échange ne se limite pas à une question de titre foncier. Il touche à la reconnaissance de ceux qui supportent les coûts sans bénéficier des gains. En ce sens, l'incident agit comme un révélateur rapide d'un déséquilibre plus large entre décisions privées et intérêts communs. Le déclencheur est simple et brutal. Le convoi présidentiel s'arrête devant un portail fermé, gardé, présenté comme une frontière privée, là où la signalisation indique encore une route publique. Aucun incident préalable, aucune foule, aucune mise en scène. Juste un refus net d'ouvrir, appuyé par des agents de sécurité et par l'argument d'une propriété légalement acquise. En quelques instants, une situation administrative devient une scène politique. Le temps se fige, les échanges sont brefs. Et chaque mot compte. La confrontation s'installe lorsque le propriétaire accepte de se présenter, sûr de ses dossiers et de ses contrats. Il invoque les investissements réalisés, les assurances souscrites, les impôts payés et rappelle les montants engagés pour transformer le terrain en enclave résidentielle de luxe. Le discours est rodé, familier des cercles financiers. Développement, modernité, attractivité. La route, selon lui, n'est qu'un obstacle technique incompatible avec la valorisation du projet. Une alternative aurait été proposée, acceptée et financée. Tout serait donc en règle. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré change la dynamique. Sans élever la voix, il déplace l'échange du terrain de la justification vers celui de la vérification. Où sont les travaux à trop annoncés pour l'itinéraire alternatif? Pourquoi le détour traverse-t-il une zone impraticable plusieurs mois par an? Et surtout, comment expliquer que des fonds publics aient été versés sans résultat observable sur le terrain? La discussion quitte le registre de la négociation et entre dans celui de la responsabilité. Les certitudes affichées commencent à se fissurer. La bascule intervient lorsque les éléments s'alignent. Délais non tenus, montants avancés, documents contradictoires. L'argument de la légalité formelle ne suffit plus à couvrir l'écart entre ce qui a été promis et ce qui a été livré. Le ton reste mesuré, mais la décision devient explicite. Le portail doit être ouvert, la route restituée à son usage initial, et les opérations liées au projet feront l'objet d'un examen approfondi. Il ne s'agit plus de discuter d'un passage, mais de rappeler une hiérarchie claire entre intérêt public et arrangement privé. La tension monte car les menaces apparaissent. Recours juridiques internationaux, pression financière, retrait d'investissement.
Tout l'arsenal est évoqué pour dissuader une action immédiate. La réponse est courte, presque sèche. Les procédures suivront leur cours, mais l'accès public ne sera plus entravé. Ce choix, assumé sur le moment, transforme l'épisode en précédent. Il marque la fin de l'attente et le début d'un enchaînement dont les effets dépasseront largement ce portail métallique. La ligne de base est claire. Une route publique opérationnelle, utilisée quotidiennement, sans péage ni restriction, reliant des zones agricoles clés au reste du pays. Le changement l'est tout autant. Un portail permanent, un détour imposé et un allongement significatif des trajets avec des coûts transférés aux usagers. Ce passage du libre accès à la contrainte constitue le premier écart mesurable. Il ne s'agit pas d'une perception, mais d'un avant et d'un après objectivement observable sur le terrain. Les documents examinés indiquent ensuite des montants précis engagés au nom de solutions alternatives. Des paiements anticipés ont été effectués pour des travaux censés compenser la fermeture de l'axe initial. Or, le delta est frappant. Les infrastructures promises n'ont pas été livrées dans les délais annoncés, voire pas du tout. L'argent a circulé, les contrats existent, mais le résultat matériel reste absent ou insuffisant. Ce décalage transforme un arrangement administratif en anomalie financière vérifiable. Un troisième indicateur concerne le temps. Le détour proposé ajoute des dizaines de minutes à chaque trajet entre deux pôles agricoles qui fonctionnent sur des flux quotidiens. Rapporté à des semaines et à des mois, ce surcoût temporel se convertit en pertes économiques, en retards logistiques et en risques accrus pour les services essentiels. Là encore, la comparaison avant-après met en évidence un transfert silencieux des charges vers les populations locales sans mécanisme de compensation. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, ces écarts sont mis en série. Pris isolément, chacun pourrait être contesté ou minimisé. Ensemble, ils dessinent un schéma cohérent. Fonds engagés sans contrepartie équivalente, promesses d'infrastructures non tenues et bénéfices privés maintenus malgré l'impact collectif négatif. La force de l'approche ne réside pas dans l'accumulation de chiffres spectaculaires, mais dans leur cohérence. Le baseline est documenté, le delta a été constaté, et la causalité devient difficile à ignorer. Ces éléments chiffrés permettent aussi de répondre à un argument récurrent, celui selon lequel l'investissement justifie des exceptions. Les données montrent l'inverse. L'investissement, tel qu'il est structuré ici, n'a pas absorbé les coûts qu'il génère. Il les a déplacés. La route bloquée devient alors un indicateur parmi d'autres d'un modèle où la rentabilité privée dépend de l'appropriation d'actifs publics et de la dilution des responsabilités. À ce stade, la discussion quitte définitivement le terrain symbolique. Les preuves quantitatives servent de pivot. Elles rendent la décision défendable juridiquement et politiquement, tout en préparant l'étape suivante, celle du débat contradictoire sur ce modèle de développement. L'argument central des défenseurs de ce type de projet est cohérent en apparence. Selon eux, des investissements de grande ampleur apportent des capitaux rares, créent des emplois directs et indirects et améliorent l'attractivité internationale d'un pays souvent perçu comme risqué. Dans cette logique, certaines contraintes locales seraient inévitables. La fermeture partielle d'une route, le déplacement d'usages existants ou l'acceptation de détours temporaires seraient le prix à payer pour accéder à des financements, des technologies et des réseaux capables de stimuler la croissance. À long terme, les bénéfices dépasseraient les désagréments initiaux. Un second argument insiste sur la sécurité juridique. Les contrats auraient été signés, les procédures respectées, les titres validés par les autorités compétentes. Remettre en cause ces accords après coup enverrait, selon cette lecture, un signal négatif aux investisseurs honnêtes. Le risque serait alors de créer une incertitude durable, où toute décision publique pourrait être renversée par un changement politique,
fragilisant la confiance et renchérissant le coût du capital. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils structurent une grande partie du discours économique dominant. La réponse apportée sous Ibrahim Traoré ne consiste pas à les ignorer, mais à les tester face aux faits. D'abord, l'emploi créé est comparé au coût transféré. Lorsque les gains sont concentrés et que les pertes sont diffusées, l'équilibre annoncé n'existe plus. Ensuite, la sécurité juridique est confrontée à l'exécution réelle des contrats. Des engagements non tenus, des infrastructures absentes et des paiements anticipés sans résultat affaiblissent la légitimité des accords invoqués. Enfin, la notion d'attractivité est réinterprétée. Un environnement où des exceptions permanentes sont tolérées au détriment des biens publics n'offre pas une stabilité durable, mais une opportunité à court terme pour des acteurs opportunistes. La réfutation ne rejette donc pas l'investissement, elle redéfinit ses conditions. L'argument opposé tient tant que les faits suivent. Lorsqu'ils divergent, la priorité revient à la correction du déséquilibre plutôt qu'à sa normalisation. À ce point précis du récit, l'enjeu cesse d'être technique pour devenir systémique. Ce portail métallique n'est pas une anomalie isolée, mais la matérialisation visible d'un mécanisme plus large, souvent invisible, par lequel des intérêts privés redéfinissent progressivement l'usage de biens communs. La révélation centrale est là. Ce qui semblait être un conflit ponctuel expose en réalité une méthode reproductible. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, cette lecture change la portée de la décision. Ouvrir la route ne suffit pas. Il s'agit de signaler que la logique ayant permis l'érection de cette barrière ne sera plus tolérée telle qu'elle. La porte devient un symbole compressé, contrat fragmenté, responsabilité diluée, bénéfices concentrés et coûts socialisés. Une fois ce schéma reconnu, l'incident ne peut plus être traité comme une exception administrative. Ce basculement explique pourquoi l'affaire prend une dimension nationale. Les acteurs comprennent que le geste vise moins un individu qu'un précédent. Si cette porte tombe sans suite, d'autres resteront. Si elle est intégrée dans une remise à plat plus large, le message change. La révélation n'est donc pas juridique mais stratégique. Le pouvoir décide d'agir sur le mécanisme, pas seulement sur sa manifestation. À partir de ce moment, chaque étape suivante est lue à travers ce prisme. La route rouverte annonce un mouvement plus profond, dont les conséquences dépasseront largement ce lieu précis. Pour l'État, la décision produit un effet immédiat de crédibilité. La réouverture de la route montre que les infrastructures publiques ne sont pas négociables au cas par cas. Elle renforce la capacité des institutions à faire respecter l'usage collectif des biens communs et à lancer des audits sans apparaître hésitante. À moyen terme, cette posture modifie les rapports avec les administrations locales, désormais incitées à documenter plus rigoureusement les concessions et les dérogations accordées par le passé. Du côté des entreprises, le signal est plus ambigu. Les acteurs habitués à des arrangements flexibles perçoivent un durcissement. Certains projets sont réévalués, d'autres ralentis. Mais pour des entreprises structurées, capables d'intégrer les coûts réels de conformité, la clarification est un avantage. Elle réduit l'asymétrie entre ceux qui prospéraient grâce à des exceptions et ceux qui respectaient les règles. La conséquence est un tri plus net entre investissement opportuniste et investissement durable. Pour les citoyens, l'impact est tangible. Les trajets raccourcis améliorent pour gagner l'accès au marché, aux soins et aux services. Les coûts indirects diminuent, même si cela ne se traduit pas immédiatement par des gains monétaires visibles. Surtout, le geste a une valeur symbolique forte. Il démontre que des décisions prises loin des communautés peuvent être révisées lorsque leurs effets deviennent insoutenables. La perception d'une justice lointaine se transforme en expérience concrète.
À l'échelle régionale, l'épisode est observé avec attention. Dans des contextes similaires, où routes, terres et concessions minières ou immobilières sont au cœur de tensions, l'exemple crée un point de référence. Les gouvernements voisins évaluent les risques et les bénéfices d'une telle posture. Les partenaires internationaux, eux, réajustent leurs analyses, distinguant plus clairement les environnements où les règles sont appliquées de ceux où elles sont contournables. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, ces conséquences s'additionnent et produisent un effet cumulatif. L'événement initial n'est plus isolé. Il devient un cas d'école utilisé dans les discussions politiques, économiques et sociales. La route rouverte n'est qu'un début. Elle annonce une série de décisions qui redéfinissent la frontière entre intérêt privé et responsabilité publique, avec des répercussions bien au-delà de ce tronçon précis. Dans le scénario de base, l'État maintient la ligne tracée lors de l'incident sans accélération excessive. Les audits se poursuivent, certains contrats sont renégociés ou annulés et la communication reste prudente. L'effet principal est une clarification progressive des règles. Les investisseurs s'adaptent, les projets les plus fragiles disparaissent et l'activité se réorganise autour de cadres plus lisibles. La croissance n'est ni fortement stimulée ni brutalement freinée, mais elle devient plus conditionnée au respect effectif des engagements. Le scénario optimiste repose sur une dynamique d'apprentissage rapide. Les signaux envoyés sont compris comme une opportunité plutôt que comme une menace. Les acteurs économiques intègrent les exigences de transparence dès la conception des projets. Les administrations renforcent leur capacité de suivi, réduisant les délais et les zones grises. Dans ce cadre, l'environnement gagne en prévisibilité. Les investissements ralentis reprennent, mais sur des bases différentes, avec une meilleure répartition des coûts et des bénéfices. L'incident initial est alors perçu comme un point d'inflexion utile, ayant permis de corriger des dérives accumulées. Le scénario dégradé, enfin, envisage une escalade des tensions, des contentieux prolongés, des pressions diplomatiques ou financières, et une communication mal maîtrisée peuvent alimenter l'incertitude. Certains investisseurs se retirent par anticipation, d'autres suspendent leurs décisions. Les coûts à court terme augmentent et la capacité administrative est sollicitée au-delà de ses ressources. Dans cette configuration, la décision initiale reste défendable sur le fond, mais son impact est affaibli par des frictions persistantes et par une polarisation du débat. Quel que soit le scénario, un enseignement transversal s'impose. Les décisions ponctuelles ne suffisent pas à elles seules. Leur effet dépend de la cohérence des mesures qui suivent et de la capacité à expliquer le cadre plutôt que l'exception. À ce stade, la recommandation clé n'est pas de prédire l'issue, mais d'adopter une grille de lecture conditionnelle. Si les règles sont appliquées de manière constante, les ajustements seront absorbés. Si elles deviennent de fluctuantes, les coûts augmenteront. C'est dans cet équilibre entre fermeté et lisibilité que se joue la suite. Pour le spectateur, cet épisode ne reste pas abstrait, même s'il se déroule loin de son quotidien immédiat. Il touche à une expérience universelle, celle de voir des règles communes contournées sans que personne n'en assume clairement le coût. La route bloquée devient une métaphore familière, celle d'un service public restreint, d'un accès rendu plus compliqué ou d'un temps perdu à cause de décisions prises ailleurs sans consultation. Pour certains, l'impact se lie à travers la question du travail, quand des investissements sont présentés comme des moteurs d'emploi, mais qu'ils déplacent silencieusement les contraintes vers les plus vulnérables, le bénéfice réel mérite d'être interrogé. Pour d'autres, c'est la dimension fiscale et budgétaire qui résonne,
Des fonds publics engagés sans résultat visible rappellent que chaque ressource mobilisée a une origine collective et des usages alternatifs possibles. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, la séquence offre aussi une grille de lecture citoyenne. Elle invite à observer non seulement ce qui est annoncé, mais ce qui est effectivement livré. Elle montre comment des décisions techniques peuvent produire des effets sociaux durables, positifs ou négatifs, selon la manière dont elles sont encadrées. Cette prise de conscience ne demande pas une expertise juridique. Elle repose sur des comparaisons simples, avant et après, promesses et usages, gains privés et coûts partagés. Pour le spectateur, la valeur ajoutée est là. Comprendre ces mécanismes permet de poser de meilleures questions, de demander des comptes plus précis et de ne pas confondre complexité et fatalité. Même sans pouvoir agir directement, cette lecture affine le jugement. Elle transforme un récit lointain en un outil de discernement applicable à d'autres contextes, d'autres décisions et d'autres formes de pouvoir. La séquence qui suit l'incident ne peut pas se limiter à un geste symbolique. Elle s'organise autour d'une feuille de route précise conçue pour transformer une décision ponctuelle en cadre durable. La première étape consiste à lancer des audits ciblés avec un périmètre clair, identifier les contrats liés aux concessions foncières et aux infrastructures publiques, vérifier leur exécution réelle et comparer les engagements écrits aux résultats observables. Cette phase repose sur des équipes techniques, mais aussi sur des délais contraints afin d'éviter l'enlisement. La deuxième étape porte sur la clarification juridique. Il s'agit de rappeler quelles autorités valident quoi, à quel moment et selon quels critères. Les zones grises qui ont permis des interprétations extensives doivent être réduites. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, l'objectif affiché n'était pas de multiplier les règles, mais de rendre leur application mesurable. Chaque dérogation doit être traçable, justifiée et réversible si les conditions ne sont pas respectées. Vient ensuite la question de l'application. Les conclusions des audits ne valent que si elles débouchent sur des actions proportionnées. Correction contractuelle, restitution d'actifs ou procédure judiciaire lorsque les écarts sont avérés. Cette étape est sensible car elle met à l'épreuve la capacité de l'État à agir de manière cohérente sans ciblage arbitraire ni traitement d'exception. Enfin, la feuille de route intègre un volet de suivi. Des indicateurs simples sont retenus. Accès effectif aux infrastructures, délai de livraison, coûts supportés par les usagers. Ces mesures permettent d'évaluer si les ajustements produisent les effets attendus. L'ensemble forme un cycle lisible. Identifier, corriger, appliquer, mesurer. C'est cette continuité, plus que l'acte initial, qui détermine la portée réelle de la décision. Lorsque le regard revient à la route, le sens de l'épisode se condense. Là où se dressait un portail, il ne reste plus qu'un passage ordinaire, utilisé sans attention particulière par ceux qui en dépendent chaque jour. Ce retour à la normalité apparente est précisément ce qui lui donne sa force. Le symbole n'est pas spectaculaire, il est discret, presque banal, mais il marque une rupture claire avec l'exception devenue habitude. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, ce rappel agit comme un fil conducteur. La route n'est ni un trophée ni une victoire personnelle. Elle représente ce qui aurait toujours dû rester évident. Un bien commun ne se fragmente pas sans conséquence. En refermant la boucle ouverte au début du récit, l'image renvoie à toutes les décisions similaires, moins visibles, où des choix techniques produisent des inégalités durables. L'émotion ne vient pas d'un affrontement, mais d'une prise de conscience. Comprendre que des structures complexes peuvent être résumées par un objet simple aide à saisir l'enjeu. Le portail devient la métaphore d'une frontière arbitraire, levée non par la force, mais par une redéfinition des priorités. Ce rappel symbolique inscrit l'événement dans la mémoire collective non comme un épisode isolé, mais comme un point de repère.
Il est important de noter qu'une phrase résume parfaitement la situation. La richesse qui ignore ses coûts finit toujours par les révéler. Cette histoire n'impose pas une conclusion unique. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion sur la manière dont les sociétés arbitrent entre initiative privée et responsabilité collective. Le cas de cette route invite à dépasser les réactions immédiates, qu'elles soient d'admiration ou de crainte, pour interroger les règles qui encadrent réellement le développement. Ce qui compte n'est pas seulement l'acte posé, mais la discussion qu'il déclenche et les critères qu'il met en lumière. Sous l'autorité de Ibrahim Traoré, l'épisode soulève une question plus large: comment reconnaître et encourager les investissements qui créent une valeur partagée tout en décourageant ceux qui prospèrent grâce aux failles du système? La réponse ne se trouve pas dans des slogans, mais dans des échanges informés, capables de distinguer complexité et opacité. Le débat reste ouvert. Les lecteurs peuvent dur se demander où se situe, dans leur propre contexte, la frontière entre légalité et justice, entre croissance affichée et bénéfices réels. Quels mécanismes permettent de corriger un déséquilibre sans bloquer toute initiative? Et à quel moment le silence devient-il une forme de consentement? Ces questions n'appellent pas une réponse immédiate. Elles invitent à observer, comparer et discuter. C'est dans cette conversation collective que se construit progressivement une définition plus exigeante du développement,